C'est beau, une émission proposée par Emmanuel Klein. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission C'est beau qui donne la parole aux auteurs de bande dessinée pendant un petit quart d'heure. Aujourd'hui, un livre à la fois historique, sociologique, économique. Son titre, c'est le choix du chômage, surtout. Et pour en parler, j'ai invité son dessinateur Damien Cuvillier. Bonjour. Bonjour. Damien, ce livre est réalisé en collaboration avec le journaliste Benoît Colomba. C'est publié aux éditions Futuropolis. Vous avez mené une enquête de quasiment 4 ans, en fait. Vous avez rencontré, alors j'ai compté, il y a une 40aine de personnes interviewées, sans parler de toutes les figures politiques, évidemment, qu'on a croisées dans notre univers historique, pour raconter finalement, le sous-titre ça aurait pu être l'histoire de l'économie, parce que c'est vraiment, finalement, il y a plus d'économistes et de sociologues que vous avez rencontrés pour parler de ça. C'était quoi l'idée de départ? Vous vous en souvenez? Vous avez dit, on va raconter quoi? Le point de départ, finalement, c'est le titre, c'est le choix du chômage. En fait, cette enquête-là, quelque part, elle est la prolongation aussi d'un travail que Benoît Colomba, lui, mène depuis des années. C'est-à-dire que lui, Benoît Colomba est un grand reporter, journaliste d'investigation, et depuis maintenant plusieurs années, il enquête justement sur ces collusions entre le monde politique et privé. Il a notamment écrit un livre qui s'appelait l'histoire secrète du patronat. Et puis après ça, il a fait son premier détour par la bande dessinée. C'était avec Étienne Davodo pour Cher pays notre enfance, où il a interrogé la violence politique, avec les histoires comme celle du juge Renaud à Lyon, ou l'histoire du SAC et l'assassinat du ministre Robert Boulin. Et là, on reste au XXe siècle et au XXIe, et il s'agit quand même de violence politique. Pardon, parce que j'entendais qu'il faut reprendre ça. Mais... Oui. Et du coup, là, il y avait dans l'idée, dans la suite de ce premier livre, de cette première enquête que Benoît Colomba avait réalisée avec Étienne Davodo, de prolonger un peu cette enquête sur la violence économique cette fois-ci. Et puis finalement, avec cette question en arrière-plan qui était les différents gouvernements successifs, en tout cas ceux de la Ve République, parce que c'est vraiment de cette Ve République que l'on interroge, et de ce qui a été fait pour le plein emploi, vu que c'est le leitmotiv des différents gouvernements successifs, de tout faire pour le plein emploi, et qu'est-ce qui a été fait finalement pour ça. Oui, surtout qu'on se rend compte quand même assez tôt dans le livre, au bout de 50 pages, peut-être que finalement, rapidement, ils se rendent compte que le plein emploi, c'est pas possible. Et donc, vraiment, c'est quasiment un argument de campagne, alors qu'on voit le monde, d'ailleurs, ce choix. Le titre est pas là au hasard, d'ailleurs, Le choix du chômage. D'ailleurs, c'est même quasiment une réflexion d'actionnaire. C'est qu'ils se rendent compte que finalement, quand les gens si le chômage monte, ils vont avoir peur de perdre leur emploi, donc on peut laisser des salaires bas. Il y a vraiment une réflexion autour de finalement, le chômage, qu'est-ce que ça nous rapporte? C'est même assez choquant quand on découvre ça. Oui, c'est assez froid. En même temps, évidemment que derrière ça, ce qu'on démontre aussi, c'est que c'est pas un calcul froid. C'est-à-dire, il n'y a pas une volonté de créer un chômage de masse, mais par contre, les choix politiques qui sont faits, l'idéologie qui est prémanente derrière tout ça, cette idéologie néolibérale, elle provoque ce chômage de masse. Alors, chômage de masse ou chômage des masses? Chômage de masse ou des masses, effectivement, oui. Et évidemment que la plupart de ces gens, de ces hauts fonctionnaires, de ces hommes politiques ont visiblement une volonté de bien faire. Il ne faut pas croire qu'il y ait un plan machiavélique ou de grands complots, absolument pas. Mais non, mais c'est une constatation. C'est une constatation. Quand on met un plus 1, on dit évidemment, voilà. Ça fait ça. Et puis, mais il y a surtout un vrai discours schizophrénique effectivement à vouloir régler le plein emploi, mais d'un autre côté déréguler complètement le marché de l'emploi et de l'économie. Oui, parce que finalement c'est aussi la création de l'Europe. C'est ça aussi qu'on suit dans toute cette histoire-là. Et d'ailleurs, la CEE, à l'époque, la Commission économique européenne, c'était déjà, on parlait d'économie, tout de suite. Oui, dès ce moment-là, en fait. Et là aussi, on peut se poser la question, effectivement, de quelle Europe a été bâtie à ce moment-là. On revient, donc c'est un livre qui a vraiment différents pans, c'est-à-dire un pan politique, historique, assez large. On a divisé ça en plusieurs chapitres et il y a une dimension historique très importante parce que ça nous semblait nécessaire de revenir sur cette construction européenne et d'où ça part, qui sont les acteurs, une fois de plus, de cette construction. On se rend compte d'ailleurs, un certain nombre des protagonistes de ce livre ont eu divers rôles au fur et à mesure de leur carrière. Beaucoup donc ont été conseillers d'un président, ministres, mais beaucoup ont travaillé dans des banques. Évidemment, voilà, il y a toujours un moment où il y a un petit passage par la banque. Et donc ces différentes casquettes
enquête font qu'ils connaissent quand même parfaitement bien tout ce milieu-là. Et c'est quand même forcément plus facile du coup d'activer les liens, les relations, c'est quand même aussi des petits comptes aussi. Enfin, par Mitterrand, on explique clairement qu'il n'est pas du tout économiste, donc il se fait aider, etc. Mais il a aussi envie de faire beaucoup de plaisir à son copain Helmut Kohl. Et donc il y a un certain nombre de choses qui se font aussi au détriment de l'économie, au détriment de la France et des chômeurs en l'occurrence qui en payent le poids derrière. Mais voilà, c'est tout ça qui est raconté et moi je trouve ça passionnant parce qu'évidemment, alors c'est foisonnant d'informations, on en prend pour son argent comme on dit, mais alors vraiment je trouve ça édifiant, c'est-à-dire que c'est aussi ça, à quoi sert la bande dessinée, c'est probablement aussi de nous expliquer, de nous raconter, c'est-à-dire que vous avez rencontré donc une somme importante de personnes, mais ensuite il a fallu rendre ça et aussi en dessin parce que vous êtes le dessinateur, donc évidemment il s'agit de représenter les gens physiquement, mais vous n'allez pas, au fil des pages, simplement rencontrer c'est pas seulement des gens qui se parlent autour d'un bureau. C'est qu'il faut mettre en scène ça. Oui. Et ben surtout, vraiment l'idée et l'envie, c'était surtout avec un sujet aussi, qui peut paraître aussi ardu et compliqué que l'économie, de dire justement, voilà, on a tendance à voir ça comme quelque chose d'évanescent, dont on ne sait pas vraiment exactement quels sont les vrais tenants, les aboutissants, mais de dire, en fait, si, voilà, il y a des gens derrière, ils ont des visages, voilà, pour reprendre le discours de François Hollande qui disait que son ennemi son ennemi c'était la finance et qu'il n'avait ni nom ni visage. Bon, je sais pas si véritablement d'ailleurs c'était son ennemi, mais en tout cas il y a des gens qui existent, qui ont pris ces décisions-là, et en plus tout ce décorum, on va dire, pédagogique, justement, a aussi ses propres codes. Et ça, c'est intéressant graphiquement de ces codes économiques, en tout cas, qui sont ceux de la politique, aussi de les prendre et de les détourner, en fait. Il faut trouver des idées. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'il y a plein d'idées pour vous, graphiquement. Je trouve que, alors effectivement, le fond, ça c'est très intéressant, c'est particulièrement, moi je trouve, j'ai appris 1 milliard de choses par page, mais aussi dans la façon de le mettre en scène, franchement, là, je vous dis chapeau. Je pense que c'est le truc qui m'a le plus étonné encore dans tout le bouquin. C'est de se dire que on peut rencontrer des gens au fil. Encore une fois, il y a 40 personnes interviewées, plus toutes les figures politiques. Le sous-titre du choix du chômage, c'est de Pompidou à Macron, enquête sur les racines de la violence économique. Donc tous ces présidents, évidemment, sont mis en scène dans des discours que l'on connaît ou des extraits, ou les ministres de l'économie, évidemment, qui s'y sont succédés. Tout ce petit beau monde est mis en scène, mais avec, encore une fois, c'est pas juste des gens dans leur bureau en train de parler en face de Bruno et vous, en train de leur poser des questions. Oui, bien sûr. Il y avait de Benoît, pardon, pas Bruno. Il y avait la volonté aussi de faire un album qui soit graphiquement plaisant déjà à lire. On se met en scène, Benoît Colomba et moi, tout au fil de cette enquête. On est vraiment les protagonistes, les deux enquêteurs, et à la manière effectivement d'un polar, on mène cette enquête, on trouve. Vous déroulez le fil. En fait, on déroule le fil, et comme dit Benoît, lui, son but, c'est de trouver à chaque fois les pièces à conviction. Donc voilà, et pour ça, il y avait aussi l'envie, en tant que dessinateur, de me faire plaisir, et en tout cas, là aussi, de faire plaisir au lecteur en essayant de l'emmener dans différents styles graphiques et aussi de mise en scène. D'où différents, je pourrais dire, protocoles selon les situations. C'est-à-dire qu'il y a déjà l'enquête, la propre enquête, et ça nous semblait là aussi évident dès le départ que il y aurait une sorte de journal de bord qui serait effectivement nous deux, donc Benoît Colomba et moi, en train de mener cette enquête, nos rencontres avec les différents protagonistes, et puis donc dans ce cas-là un certain style graphique, un autre style de dessin quand justement nos protagonistes nous racontaient ce qu'ils avaient pu vivre, ce qui s'était passé. Encore un autre style de dessin quand dans des scènes de recréation de grands moments historiques, ou la vie de certains personnages qu'on n'a pas rencontrés et qui ne font pas, qui sont décédés ou autres. Voilà, donc là aussi, et puis dans des moments par exemple un peu plus pédagogiques, là où j'essaie de faire en sorte que le dessin puisse être allégorique ou autre, mais en tout cas voilà, que là aussi que graphiquement il y ait une sorte d'éventail assez large
d'essayer de convoquer tout ce que je peux avoir dans mon dessin pour en tout cas au maximum raconter différents moments en fait. Et tout en noir et blanc. C'est-à-dire que parfois effectivement des traits noirs et blancs simples, parfois du lavis, parfois des gris. Enfin voilà, mais vous jouez avec cette couleur là, Oui. On s'était posé la question au début de la couleur et finalement cette question a vite été évacuée parce que déjà il n'y avait pas de nécessité et puis j'avais peur que ça soit un peu artificiel cette couleur là et encore une fois je trouve qu'avec cette dimension effectivement d'enquête un peu de polar, bon, le noir et blanc a été une sorte d'évidence. Après oui, j'ai essayé de jouer sur des lavis de couleurs, donc encore une fois là les passages plus actuels sont réalisés au crayon à la mine grasse et puis rehaussés de jus de couleur à l'aquarelle. Et puis pour effectivement des moments, il y a toute une séquence qui est un chapitre assez historique sur la construction européenne qui revient notamment sur la figure d'un personnage comme Jean Monnet. Alors voilà. Vous lisez dans mon esprit. Je voulais qu'on parle de Jean Monnet ou de Marjolin aussi. Ce sont les deux. Oui, Robert Marjolin, qui est un peu plus inconnu quand même, un personnage un peu plus. Mais Jean Monnet, il a été notamment inhumé au Panthéon et donc Mitterrand l'avait mis à l'honneur comme ça. Mais c'est vrai que c'est un des personnages comme un peu de l'ombre, dont on entend entendu parler quasiment qu'à la fin, on va dire, en 88. Mais avant, Jean Monnet ou Marjolin, donc ces deux grandes figures vraiment de la construction européenne. Moi, j'en ai pris conscience en lisant votre livre. Clairement, alors Marjolin, j'en avais jamais entendu parler et je ne savais pas qu'ils avaient eu effectivement autant finalement d'importance. Et c'est deux Français. Oui, c'est deux personnages majeurs dans cette histoire-là de la construction européenne. Et les deux, effectivement, les deux sont vraiment très très importants. Et donc oui, là c'est pareil, une fois de plus, quelque part, il n'y a pas de grande découverte dans ce livre, c'est-à-dire qu'on met en relation et puis on éclaire sur certains personnages un peu méconnus, effectivement, dont on sait qu'ils font partie un peu du décorum, mais sans trop savoir exactement quel a été leur rôle exact. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, je me suis posé la question de savoir si vous aviez listé au préalable tous les gens importants dont il était essentiel de parler ou indispensable, ou bien si c'est finalement au fil des rencontres, quand on entend trop souvent parler d'un tel ou de l'autre, on dit finalement, il a eu un plus grand rôle, on va donc en parler plus. Est-ce que c'est les sociologues ou les économistes que vous avez rencontrés, donc là pour le coup vivants, qui vous ont parlé des anciens, ou est-ce que c'est vous déjà de toute façon vous aviez envie de parler de ces personnages-là? Il y a un peu des deux, c'est-à-dire qu'il y avait effectivement de base, en tout cas déjà, l'envie de s'intéresser à cette construction européenne, et tout de suite, rapidement, en fait, le nom de Jean Monnet arrive, en tout cas, dans cette histoire. Et puis, effectivement, c'est quand en échangeant avec effectivement des sociologues, je pense notamment à des gens comme Paul Lagnuet-Monet ou François Denord, qui sont des gens qui reviennent très souvent dans cet album. Effectivement, c'est un nom qui nous ont évoqué à plusieurs reprises. Et oui, là, il y a une évidence de dire il faut dérouler un peu la vie de ces gens-là pour savoir exactement ce qu'ils ont fait. Et puis là aussi, on se rend compte qu'ils vont toute leur carrière alterner du public au privé. Jean Monnet, c'est un entrepreneur et il a une vision effectivement de la vie publique d'un entrepreneur très managérial. Oui, il est né en fin du 19e siècle. Donc, et pourtant, il a couvert une somme importante de notre époque. Je voulais juste qu'on termine avec une information aussi importante que j'ai appris dans le bouquin, c'est le prix Nobel de l'économie. Oui. En fait, ça, c'est une invention totale. Totalement. Il y a... Parce que Nobel, le Suédois, lorsqu'il a créé les prix Nobel, il voulait récompenser les avancées scientifiques, les vraies, voilà. Et ça, c'est autrement dit, les physiques, les maths, mais jamais l'économie. Non, jamais l'économie, parce que l'économie n'est pas une science. Et ça, c'est très important, et moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert qui était très éclairant sur ce livre, c'est que l'économie n'est pas une science, c'est-à-dire qu'on en fait absolument ce qu'on veut. Et ça, c'est important, c'est quelque chose qui, moi, était une sorte de, vraiment un peu une révélation, une découverte tout au long de cette enquête, de me dire, mais oui, une fois de plus, il y a aucune doctrine derrière ça. L'économie, on en fait ce qu'on veut à partir du moment où, démocratiquement, on a une vision qu'on met en commun autour de ça. Non, mais le bouquin est passionnant, vraiment. Le choix du chômage, donc signé par Benoît Colomba et Damien Cuvillier, qui était mon invité aujourd'hui. Je vais vous donner toutes les informations, évidemment, sur le site, sur la page Oxébo, sur le site de Fréquence Protestante. C'est 288 pages en noir et blanc, ça coûte 26 € aux éditions Futuropolis. Bravo, Damien. Merci beaucoup.
Merci à tous. On se retrouvera évidemment dès mercredi prochain avec d'autres invités. Merci à Arnaud d'avoir réalisé cette émission. Vous pourrez réécouter en podcast très vite. Salut.